Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Pour certains, il est le diable, le fils naturel de Charles Maurras et du maréchal Pétain, l'icône de la France moisie. Raciste, sexiste, fasciste. Sur l'échelle de Richter de la détestation, il y a belle lurette qu'Éric Zemmour a dépassé Marine Le Pen. Il a suffi d'écouter l'émission C'est à vous, vendredi soir, ou l'entretien de Léa Salamé et Laurent Ruquier samedi, pour comprendre l'hostilité, pour ne pas dire la haine, qu'Éric Zemmour déclenche. Éditorialistes, journalistes, animateurs, tous éructent l'anathème et crachent leurs éléments de verbiage pour fustiger le retour de la bête immonde. Pour d'autres, il est Cassandre ou Jeanne d'Arc, deux figures féminines, ce qui le fera sourire peut-être. Cassandre savait l'avenir, mais personne ne la croyait jamais. Jeanne d'Arc a sauvé la France si le roman national dit juste. La trajectoire d'Éric Zemmour est unique. Hier journaliste, aujourd'hui écrivain, intellectuel, historien, c'est comme on voudra. Et demain, sera-t-il candidat à la présidence de la République ? Le CSA le pense. Il a créé un statut uniquement pour Éric Zemmour, celui de présumé candidat. Son temps de parole sera décompté. Éric Zemmour fait-il peur, à ce point que ce monde politique, médiatique, se ligue contre lui ? Ou n'est-il qu'une bulle qui éclatera à la première avarie ? Éric Zemmour est avec nous ce matin. Et je l'en remercie. Bonjour, cher Pascal. Ce plateau de CNews, vous n'allez plus le voir, puisque CNews a communiqué il y a quelques instants, bien qu'Éric Zemmour ne soit pas déclaré candidat à l'élection présidentielle qui aura lieu dans 7 mois, le CSA, par sa décision du 9 septembre, contraint CNews et Éric Zemmour à ne pas pouvoir continuer l'émission qu'ils faisaient ensemble. La chaîne d'information CNews regrette une telle décision qui prive des millions de téléspectateurs des interventions du chroniqueur. Vous ne serez pas ce soir avec Christine Kelly sur CNews. Et j'en suis fort triste. Je pense que c'était inévitable. Je pense que le CSA l'a fait exprès, l'a fait volontairement. Et après mûre réflexion, pendant le week-end, on a bien compris que c'était la seule solution raisonnable. Vous savez, quand on ne peut pas résister, il faut rompre et résister ailleurs. Donc c'est ce que je vais faire et j'en suis vraiment comment vous dire, j'ai vraiment beaucoup de vagues à l'âme ce matin. Je me réveillais en me disant voilà, c'est fini, 2 ans d'une aventure extraordinaire et une aventure surtout amicale. J'ai découvert des gens merveilleux, Christine, Marc Menant, Dimitri, Éric de Ritmaten, et vraiment des gens. C'était la cour d'école pour moi. C'était vraiment, on était comme des amis de classe. Vous savez, on dit toujours que on n'a plus d'amis après l'adolescence. Et en fait, j'ai découvert que c'était faux, qu'on pouvait en avoir aussi à l'âge mûr, comme on dit. Vous avez remarqué, je ne vous ai pas interrompu. Ouais, j'étais même étonné, je m'arrêtais d'ailleurs à la fin de ma phrase. Ce que j'ai vu samedi soir, il y a longtemps quand même que je regarde des émissions de télé, on va en reparler bien évidemment, mais en fait, c'était Laurent Ruquier et Léa Salamé qui donnent leur avis sur Éric Zemmour. Pourquoi pas d'ailleurs ? Absolument. Mais ils n'auraient pas dû vous inviter, ils prenaient le livre, et puis c'était aussi simple. Moi, je trouve que c'est... En plus, je connais bien Laurent. Mais en plus, moi, c'est pas moi qui vais me plaindre parce que je donne toujours mon avis sur tout. Donc, et Léa aussi, qui sont... Bon, mais j'étais frappé de ça, et en fait, vous n'avez pas pu en placer une. C'est-à-dire que j'ai dû me battre pour en placer une, quoi. Oui. Il a fallu jouer des coudes, essayer de faire le méchant, la grosse voix. Mais bon, c'est une technique que je connais, vous savez, c'est une technique classique. D'autres l'emploient, c'est-à-dire comme j'ai besoin d'un peu de temps pour déployer un raisonnement qui est contre-intuitif, contre l'idéologie dominante. On a besoin d'un peu plus de temps pour expliquer. Évidemment, quand on me coupe tout le temps, ça permet de casser la force du raisonnement. Bon, c'est une habileté... Vous les rendez fous. Vous les rendez fous. Franchement, on va écouter des extraits tout à l'heure de Patrick Cohen dans C'est à vous. Vous les rendez fous. Mais en même temps, la manière dont vous répondez samedi, je trouve que ça en dit beaucoup sur vous. Et peut-être ça fixe aussi vos limites. Quand je vous écoutais samedi, vous savez à qui je pensais ? Je pensais à Bernard Tapie. Et je pensais à Nicolas Sarkozy. 2 combattants XXL, nous sommes d'accord ? Tout à fait. Qui ont eu des responsabilités dans divers cadres, l'un politique, l'autre économique. 2 chefs. Absolument. Et je rappelle que vous serez peut-être candidat ou pas. Ils ne se laissent pas faire comme ça. Et l'un et l'autre, ils n'acceptent pas ça.
Tapi, vous lui parlez pas comme ça. Et je trouve que c'est en ça que ça dit quelque chose de vous. C'est-à-dire, est-ce qu'au fond, vous êtes calibré, armé, pour aller au combat ? Je crois que c'est pas calibré pour armer au combat, mais peut-être que là, votre réflexion est pertinente sur un point. C'est-à-dire que je suis trop loyal. C'est-à-dire que j'accepte de répondre aux questions. Ceux que vous citez avaient une rouerie politicienne que je n'ai pas. Ah non, une rouerie. Non, mais c'est pas un reproche. C'est pas un reproche. Non, mais c'est pas un un reproche. tempérament, une nature. Tout à fait d'accord. Tapi, pas... il fait peur à son interlocuteur. Vous faites pas peur à vos interlocuteurs. C'est pas. Je tiens pas à faire peur. Sarkozy non plus faisait pas peur. Non, c'est pas ça. Je dirais que effectivement, je vous dis, je suis trop loyal en fait. Je réponds aux questions. Alors, je peux répondre de façon abrupte, je peux répondre en m'énervant, mais c'est pas le sujet. Le problème, c'est que les deux que vous citez, vous avez raison, ils avaient un tempérament, ils avaient une autorité. Depuis 20 ans, mais je suis les deux combattants en télé. Je suis tout à fait d'accord. Qui ont souvent été attaqués. Tout à fait. D'ailleurs, mais vous voyez. Et vous n'êtes pas pareil. Absolument. Mais je vais vous dire. Votre nature n'est pas la même. Je suis d'accord. Mais je vais vous dire quelque chose. Et les deux que vous citez, pour lesquels j'ai du respect d'ailleurs, mais il y a une différence. C'est que ces deux-là, effectivement, vous avez raison, dans la forme, ce sont des combattants. Mais si on va sur le fond, c'est-à-dire si on va sur le fond des idées, et Tapi, et finalement même Nicolas Sarkozy, se sont soumis à la doxa dominante. Effectivement, sur le plateau, ils vont tenser et rembarrer les journalistes qui aboient à leur basque. Mais sur le fond, ils se sont soumis à leur idéologie. Moi, c'est l'inverse. Moi, je ne me soumets pas à cette idéologie. Il y a discussion sur Nicolas Sarkozy. Mais même Nicolas Sarkozy en campagne... Il s'est soumis à la doxa. Attendez. Faisons une distinction. Nicolas Sarkozy a fait deux campagnes magnifiques. Celle de 2007 et plus encore, selon moi, celle de l'entre-deux-tours de 2012. Qui d'ailleurs, où il disait des choses que je redis aujourd'hui. Avec l'influence de l'immigration, avec l'influence de Patrick Buisson. Il a fait deux campagnes magnifiques. Mais quand il a gouverné en se soumettant à la doxa dominante. Et Bernard Tapie, c'est la même chose. Il avait tout pour être Trump, je lui ai dit un jour. Et en vérité, il a été le caniche de l'idéologie dominante. Et c'est triste, parce que c'est un type magnifique. Je suis pas sûr que s'il était là que... je retire le caniche. Le mot caniche... je retire le caniche. Je voulais dire... Non mais... Je pense qu'il ne voulait... il a raison, il aurait raison. Bon. Je retire le mot caniche et je voulais dire, parce que je lui ai dit en face, je lui ai dit qu'il avait tout pour être l'opposant au système et qu'il est devenu son homme fort. Voilà, je préfère ce mot-là. En tout cas, je trouve que ça en dit aussi beaucoup de vous et peut-être que cette émission qui était si particulière vous fait réfléchir à est-ce que vous avez envie d'y aller. On en parlera tout à l'heure. On va se dire les choses. Moi, je vous connais. Bon, je vous trouve sympathique. On échange des idées de ça. Vous êtes un éditorialiste brillant. Vous êtes un intellectuel. Vous avez des idées de ça. Franchement, je suis pas sûr que vous soyez calibré pour être chef d'État. Je vous le dis comme je le pense. Mais peut-être. Parce que et d'ailleurs, je me disais, vous avez joué au foot. Bien sûr. Bon, vous avez été capitaine dans une équipe? Non, j'étais avant-centre, ailier droit. Vous êtes un soliste. Ça dépend. Mais vous savez... Attendez. Vous savez... Mais moi, c'est la perception. En plus, je dis à l'antenne ce que je vous dis dans les couloirs. Mais vous avez raison, vous avez raison. Je vous dis dans les couloirs. Mais je vous répète... Eric, t'es complètement fou, t'as une place... Je vous répète... Mais tout à fait. Mais tout le monde me dit ça. Je vous répète que beaucoup de gens me disent ça. Dans le petit milieu. Oui. Pas les gens. Là, il y a beaucoup... Les gens dans la rue, eux, ils me disent, allez-y, soyez candidat. Et puis les gens qui sont dans notre petit milieu me disent, mais tu es fou, tu as une place magnifique, etc. Voilà, c'est deux choses différentes. Attendez. Vous dites soliste. Oui. Léa Salamé me disait aussi ça, soliste. Je lui ai rétorqué, oui, soliste, mais pas solitaire. Et surtout, qu'est-ce qu'un chef? Il y a une phrase d'Édouard Philippe qui m'a beaucoup frappé dans son dernier livre. Il dit, un président de la République, ça ne prend pas un nombre immense de décisions. D'accord? Ça, c'est une première chose. Ça trace une ligne claire. Et ça vérifie que les décisions prises par d'autres que lui s'y conforment. J'entends bien, mais le rôle du chef... Je suis désolé, mais parce que vous confondez chef d'une autre, vous faites exactement comme Valérie Pécresse. J'ai vu son intervention, on lui demande qu'est-ce qu'elle pense de moi, et elle dit la politique, c'est faire. Mais c'est pas ça, la politique. Ça, c'est un chef d'entreprise. Ça, à la limite, c'est un chef d'administration centrale. Madame Pécresse est calibrée pour ça. Et en revanche, la politique, ça veut dire... poursuivre l'histoire de France. Ça veut dire
pérenniser l'être français. Et ça veut pas dire mettre les mains dans le cambouis et dire prendre telle décision. Ça, il faut tracer la ligne et ensuite le Premier ministre, les ministres agissent. Et les directeurs d'administration centrale. J'entends ce que vous dites. Ah ben c'est important. Je trouve que dans le chef d'État, il y a État et à la limite vous l'avez, puisque vous avez les idées, le recul, l'histoire, et puis il y a chef. Et mon modeste avis, c'est qu'effectivement, on ne s'improvise pas chef. C'est-à-dire qu'il faut, je veux dire, c'est même une des choses, à mon avis, qui est un peu innée. Tu l'as ou tu ne l'as pas, ou tu es un leader naturel, comme on dit, on voit ça au foot, c'est toujours intéressant. Bien sûr, de voir les gosses, comment ça se passe immédiatement. Bon. Et qu'il faut que les gens acceptent de travailler avec toi, que tu les entraînes. Ça. Et je ne suis pas sûr que lorsque on a été écrivain comme vous, journaliste comme vous, qu'on a passé sa vie comme vous, pardonnez-moi l'expression, elle est un peu triviale, un peu retournée sur soi forcément. Non, pas sur soi, sur les livres, oui. C'est pas la même chose. Bon. Il est possible que cette qualité-là manque, mais ce n'est après tout que mon avis. Bon, l'espace médiatique, ça me passionne. Mais vous les rendez, mais... On va voir l'extrait de C'est à vous. On va voir Patrick Cohen, ce que dit Patrick Cohen. C'est donc l'autre soir. Alors, c'est intéressant d'ailleurs, parce que je salue le CSA qui doit nous regarder, bien évidemment. Le CSA, le plateau de C'est à vous, il y avait donc Thomas Legrand sur le plateau, plutôt à gauche. Il y avait Jean-Michel Apathy, plutôt à gauche. Il y avait Patrick Cohen, plutôt à gauche. Et il y avait Pierre Lescure, qui n'a jamais fait mystère qu'il aime beaucoup François Hollande, et il a toujours voté à gauche. Formidable. Tous ces gens parlaient de vous. Ça ne gêne personne. Tous ces gens parlaient de vous. Je me doute bien qu'ils ne pouvaient pas dire des choses aimables, forcément. Bon, là, il y a le contrôle. Bon. Et alors, écoutez ce qu'il dit, parce qu'il a fait un petit édito. Zemmour de A à Z. Et quand je dis que vous êtes le diable, le vice naturel de Maurras et Pétain, mais en fait, pour lui, vous êtes pire que ça. Vous êtes pire que ça. Je veux dire, on va écouter ce que dit Patrick Cohen sur vous, sur le service public, sans contradiction. Personne n'a dit, mais enfin, quand même, ce que vous dites, bon, personne ne lui a répondu. Écoutons cet extrait. Avec le recul, la lepénisation des esprits, expression inventée par Robert Badinter il y a 35 ans, apparaît moins forte que la zémourisation du débat public. Et pourtant, malgré ses saillies, ses provocations et ses fréquentations, Jean-Marie Le Pen n'est jamais allé aussi loin qu'Éric Zemmour dans un projet qui sort du cadre républicain. Là où Le Pen prenait une forme de république autoritaire et nationaliste, Zemmour rejette explicitement la République, la philosophie des Lumières, les acquis de la Révolution. Il appelle à rompre avec l'état de droit, qualifié de moyen d'entraver la volonté populaire. Je cite là quelques phrases de son discours d'il y a 2 ans à la convention de la droite de Marion Maréchal. Bon. Et évidemment, sur le plateau, personne ne... Bon, d'abord, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ce que vous avez dit dans votre discours? J'ai le verbatim que je trouve mais extraordinaire. Zemmour rejette explicitement la République. Vrai ou faux? Non mais j'ai déjà eu maille à partir avec Patrick Cohen et il incarne l'inculture et l'ignorance journalistique que je lui ai déjà fait remarquer plusieurs fois par le fait. Maintenant, donc du coup, il m'invite plus parce que évidemment. Et ça s'était mal passé. Ça s'est toujours mal passé entre nous. Oui, mais surtout, vous l'avez entre guillemets ce jour-là mouché. Je vous fais pas dire. Il est plus fort quand. Il est plus fort quand je suis pas là. Manifestement. Voilà. Alors, la République, qu'est-ce que la République en France en tout cas, parce que la République romaine, etc. On pourrait épiloguer 1 heure sur largement toute la matinée, mais c'est pas le moment. La République, c'est 1, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, et 2, c'est la patrie. Vous vous souvenez, la liberté ou la mort, le patriotisme, les guerres de la Révolution, c'est le patriotisme. Et c'est en plus la République, l'assimilation. C'est-à-dire que, par exemple, toutes les lois assimilationnistes que moi je défends aujourd'hui sont rejetées par des gens comme Patrick Cohen. Et c'est moi qui critique la République. En fait, c'est moi qui suis plus républicain qu'eux, mais ils ne le savent pas. Quand, par exemple, je critique le gouvernement des juges, c'est moi qui suis dans la ligne de la République. Même Robespierre disait, ils sont la bouche de la loi. Formule reprise par lui à Montesquieu. Et moi, je dis exactement la même chose. Alors que des gens comme Patrick Cohen disent, mais non, c'est aux juges d'analyser la loi en fonction des traités, etc. Donc vous rejetez pas tout ça, la philosophie des Lumières. La philosophie des Lumières. Vous savez, j'ai lu Nietzsche, j'ai lu Taine, et j'ai une approche critique des Lumières.
on peut tout à fait critiquer les Lumières. Bien sûr. On peut estimer que, comme dit Nietzsche, que la grande époque française, c'est le XVIIe siècle et non pas le XVIIIe. Ça ne veut pas dire qu'on rejette tout. Ça veut dire qu'on critique. Mais la complexité critique n'est pas le fort de Patrick Je suis d'accord Cohen. avec vous, mais l'homme que je suis préfère vivre au XXe siècle qu'au XVIIe siècle. Parce que si vous êtes du mot. Parce qu'en fait, et ça, on disait ça parfois à De Gaulle, et ça, c'est une question intéressante. Vous aimez parfois plus la France que les Français. Parce que si vous êtes. C'est ce qu'on disait à De Gaulle, donc c'est plutôt flatteur pour moi. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais si vous vivez avant la Révolution française et que vous êtes un membre du tiers-État, la vie, si vous me permettez, elle n'est pas forcément très rigolote. C'est pas aussi simple, Pascal. Oui, Non, je vous assure. Bien que ce soit pas simple. Je vous mais assure. bon, Non, c'est pas vous voyez aussi ce que je veux simple. dire. Il y a des bourgeois sous la monarchie qui s'enrichissent et même qui sont anoblis Oui, par le roi. oui. Colbert est un bourgeois. Et non, mais je vous assure, c'est plus complexe que ça. Enfin, il faut mieux être du bon côté quand même. Convenez Il y a qu'après- évidemment une minorité d'aristocrates qui vivent mieux que les autres. Mais c'est pas ça. Il y Mais a à des l'époque- il y a des inégalités. Mais il y a des Enfin, inégalités, qui mais sont vous un avez vrai- raison. Mais- Mais je ne vais pas défendre l'ancien bref. régime. Parce qu'en plus, l'ancien régime est tombé parce que justement, il n'a pas réussi à canaliser petit à petit la montée du tiers-État. Donc les acquis de la Révolution, vous les rejetez également, Mais dit-il. Il appelle à rompre avec Je l'État rejette de rien, droit. je rejette pas les acquis de la Révolution. Bon, oui. Les acquis de la Révolution, c'est l'égalité. Oui. Moi, j'aurais été dans le tiers-État, donc je ne vais pas rejeter D'accord. les acquis de la Révolution. C'est idiot de sa part. On aurait été deux. Il appelle à rompre avec l'État de droit, qualifié c'est pas de pareil. moyen d'entraver la volonté populaire. Alors expliquez ça. C'est très simple. Au départ, l'État de droit, tout le monde doit être pour. Et moi, le premier. C'est-à-dire, c'est respecter la règle et dire qu'un juge dit que la règle est respectée ou pas. La règle de droit. La règle de droit qui est votée par qui? Par le Parlement. Le Parlement qui est élu par qui? Le peuple. Donc, vous voyez, normalement, c'est comme ça. Il faut savoir que dans la tradition républicaine française, dont M. Cohen croit, à laquelle il croit se référer, il n'y a pas de contrôle constitutionnel par les juges des lois. Tout simplement, ça c'est une tradition américaine. Et en France, on ne contrôle pas la loi par rapport à la Constitution. C'est comme ça. On invente... Donc vous supprimez le Conseil constitutionnel. Attendez, je fais rapidement un petit historique pour vous faire comprendre quelle est la tradition républicaine, puisqu'on me parle de République. La République, c'est sans le contrôle constitutionnel. En 1958, le général de Gaulle et Michel Debré instaurent un Conseil constitutionnel. Ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas. Il y avait un comité constitutionnel, je crois, sous la 4e, mais ça n'a pas de grand pouvoir. Quel est le pouvoir qu'il lui donne? Un seul. Vérifier que le Parlement ne sort pas du cadre dans lequel on l'a mis. Parce que comme il abusait de son pouvoir, De Gaulle et Debré l'ont encadré, ce qu'on appelle en droit constitutionnel le parlementarisme rationalisé. Ce qui fait que ça a vidé le pouvoir. Vous avez compris. Et il a plus de pouvoir, ce Conseil Voilà. constitutionnel. À partir d'une décision célèbre du 16 juillet 71, il est sorti de son cadre et il s'est autorisé à juger les lois par rapport au préambule de la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme, etc. C'est un coup d'État, il faut bien comprendre. C'est un coup d'État juridictionnel. Donc vous, Et par c'est exemple, ça vous seriez que candidat, vous diriez plus de Conseil constitutionnel. Non, je ne dirais pas plus de Conseil En tout cas, constitutionnel. vous reviendriez aux fondamentaux de la Ve Oui, République. et je dirais surtout que le Conseil constitutionnel, il y aura une réforme constitutionnelle qui, si vous voulez, ne lui permettrait plus de juger les lois postérieures. C'est-à-dire que le peuple, le Parlement et le peuple auraient le dernier mot. Eh bien, vous voyez ça. C'est très intéressant ce que vous dites. Ben oui, je crois. On peut le contester, Bien sûr. on peut le critiquer, Bien sûr. on peut ne pas être d'accord, mais on peut vous demander quand même de l'expliquer. Ce qui ne se fait pas sur l'émission de télévision que j'ai vue samedi. Surtout, mon cher Pascal, Oui. c'est ça la vraie tradition républicaine. Mais je suis d'accord, On mais- peut dire qu'elle est dépassée Oui. et qu'il faut l'américaniser, on peut le dire. Mais on ne parle pas de république. Mais ce qui me fascine, c'est que ceux qui avancent le cœur en bandoulière et la tolérance chevillée au corps sont ceux qui ne veulent pas vous écouter, ne veulent pas vous laisser argumenter. J'imagine, et je prends un témoin des téléspectateurs, ce que vous avez dit est très intéressant. On peut le contester. Bien sûr. J'aimerais entendre une contre-argumentation. Bien sûr. D'ailleurs. Bien sûr. Mais on ne peut pas. Mais je peux vous la faire d'ailleurs. Mais La contre-argumentation, je peux vous la faire. ouais, ça rappelle dans Ridicule. Vous Bien savez, sûr. ce personnage Non, mais en qui plus- dit je pourrais mais dire oui, le mais parce contraire de ce que je viens de dire. Mais parce que je connais l'argument en C'était face. Bernard Giraudot. Bien sûr. Oui. Film génial. Oui. Je connais l'argumentation inverse. Ils disent Oui. il est nécessaire d'avoir des contre-pouvoirs Oui. parce que le peuple peut être tyrannique. En fait, l'origine, et je l'ai dit à Christine un jour dans une émission, l'origine c'est Hitler. On fait croire que Hitler a gagné au suffrage universel à la majorité absolue. C'est faux. Hitler n'a jamais dépassé 30% des voix. Oui. Et depuis, on dit, vous voyez, le peuple vote pour Hitler, donc il faut cadenasser le peuple. C'est ça l'origine de tout ça. Et c'est pour ça que je m'étonne que même des confrères, des journalistes n'aient pas envie de vous écouter, envie de creuser.
moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de choses sur lesquelles je ne partage pas ni votre ambition, ni parfois ce que vous pouvez dire sur les femmes. On en parlera tout à l'heure. Avec plaisir. Franchement, le pouvoir qui s'évapore quand les femmes sont là. Non, j'ai pas dit ça comme ça. Eric, on est en 2021. Mais est-ce que vous me laissez l'exprimer? Non, parce qu'on finit avec le chef. Et pareil, quand vous dites à Nicolas Sarkozy que sa fille s'appelle Julia et que c'est pas convenable, d'abord vous êtes gonflé de lui dire. Que je vous ai écouté sa histoire. Vous avez été dire au président Sarkozy, ta fille s'appelle Julia et tu as eu tort de l'appeler Julia. Mais je pense. Mais j'ai dit la même chose. Vous êtes inconscient. J'ai dit la même chose à Rachida avec sa fille Zora. Elle m'en a voulu. Mais on en parlera tout à l'heure. Vous me permettrez de m'exprimer sur les femmes. M'expliquez. Évidemment. Bon. L'espace médiatique, vous les rendez fous. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est intéressant de vous écouter comme ça et puis de ne pas être dans un climat d'hostilité, pour ne pas dire de haine. Ça suinte, ça dégouline parfois. Je trouve que franchement, je trouve que c'est insupportable. Et en plus, je vais vous dire, c'est contre-productif. C'est-à-dire que si ils veulent vous mettre à 14, 15, 16, tant est que vous déclariez, il ne faut pas qu'ils s'y prennent autrement. Bon. Jean-Michel Apathy. J'ai rien contre lui. En général, j'ai rien contre personne. Bon. Mais non, c'est vrai en plus, Jean-Michel Apathy. Voilà ce qu'il a dit, toujours dans cette émission, c'est à vous, vendredi. Bien sûr que les médias ont leur part de responsabilité, évidemment. Nous avons fabriqué Éric Zemmour. Et l'autocritique là-dessus, Tintin. Et puis, nous avons fabriqué Éric Zemmour comment? En lui donnant la parole, en ne le contrariant pas, en lui laissant dire n'importe quoi. L'interview du Corriere della Sera, ça a été un scandale. Un scandale. Moi, j'étais à RTL à l'époque. Eh bien, le lendemain matin... Il a été viré d'Italie après ça. Le lendemain matin Éric Zemmour est allé sur RTL et Yves Calvi a fait une interview. Éric, vous êtes mal expliqué, on ne nous a pas bien compris. Vous pouvez nous expliquer, Éric? Bon. Écoutez, c'est pitoyable. Bon, c'est drôle parce que d'abord vous avez été relaxé pour ce que vous aviez dit. C'est ce que j'allais vous dire. Vous avez été relaxé. Parce que le journaliste italien a reconnu qu'il avait mal traduit ma phrase. Bon, il avait traduit par déportare, mais moi j'avais pas dit déporté. Alors vous dites parce qu'en quand même... italien déportare c'est pas déporté. Vous voyez, c'est bon. Pas... Quand je dis... Il y a une dimension, moi ce qui m'intéresse dans Jean-Michel Apathy, dans ce qu'il dit là, c'est pas tant ce qu'il dit sur le fond, c'est presque à dimension personnelle. Il s'en prend à Yves Calvi. On voit bien qu'il y a un moment, tu perds un peu de... T'as raison. C'est-à-dire que je ne vais pas dire la haine t'aveugle, parce que le mot haine peut-être est trop fort, mais il y a une forme d'hostilité qui fait que vous... Ce que je traduis en disant, vous les rendez fous. Bon. En revanche, la phrase. Et là, moi, c'est vraiment... je trouve que c'est un de vos défauts majeurs, parce que vous généralisez tout. Bon. Vous avez dit au Corriere della Sera, ce qui n'a pas de sens à mes yeux. Vous avez dit, les musulmans ont leur code civil, c'est le Coran. Et vous avez dit, ils vivent entre eux dans les banlieues, les Français... ont été obligés de s'en aller. Mais enfin, ça n'a pas de sens de dire que tous les musulmans ont leur code civil. Moi, je connais des musulmans, ils ont un rapport à leur religion qui n'est pas du tout le même que des islamistes. Et ce reproche, en tout d'ailleurs, de généraliser, les femmes sont comme ça, les musulmans sont comme ça, les homos sont comme ça, mais enfin, alors, ça n'a pas de sens. Il y a plusieurs choses. Oui, mais... Non, ça, au contraire. C'est justement ça qui a du sens. Je répète toujours, la bonne méthode pour réfléchir, si on ne généralise pas, on passe son temps à voir des cas individuels et donc, on ne pense pas. Parce que chaque cas individuel est différent. Je pense que les musulmans ne pensent pas tous la même chose sur leur religion. C'est ce que je pense. Et ça, c'est général. Mon propos, là, pour le coup, il est général. Vous voyez, si on ne généralise pas, on ne réfléchit plus. Parce que justement, je vous le répète, on a des cas individuels et chaque cas individuel est différent. C'est le drame de notre époque. Mais mal. Pascal, tous les musulmans... ne vous faites pas votre Léa Salamé. Laissez-moi finir. Deuxièmement, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Benjamin Constant qui explique bien ce que je veux dire. Tout est moral dans les individus, tout est physique dans les masses. Un individu est libre parce qu'il a un autre homme en face de lui. Dès qu'il rentre dans une masse, il n'est plus libre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des logiques de masse et des logiques civilisationnelles. C'est-à-dire que quand je dis l'islam, c'est le Coran, c'est un code juridique. Pas l'islam. Si, mais attendez. Quand je dis les musulmans, c'est pas la même chose. Mais non, laissez-moi finir, je vous en prie. L'islam, c'est à la fois une religion, c'est une foi et c'est aussi un code juridico-politique. C'est même aussi une nation, la fameuse Oumma, et c'est même une civilisation qui est en guerre depuis sa naissance avec notre civilisation chrétienne. C'est ça le continuum islamique. Et donc, ce que je dis,
quand je dis ma fameuse phrase sur les musulmans doivent choisir entre l'islam et la France. Je dis ils doivent. C'est exactement la même phrase que Clermont-Tonnerre dit aux Juifs. Tout aux Juifs en tant qu'individus, vous voyez, on y revient, rien en tant que nation. Ça veut dire que aller à la mosquée, oui. Pratiquer, oui. Faire appliquer le code juridico-politique, comme ça se passe dans d'innombrables banlieues, non. Considérer que la Oumma est la nation et que les infidèles, les Français, sont des infidèles qui sont des inférieurs, non. C'était pas ce que j'ai dit. Mais si. C'est pas ce que moi, j'ai dit. c'est ce que je dis. Mais oui, Moi, mais c'est ce que vous dites. Pascal. Vous Et dites donc, les musulmans. Quand je dis dans les banlieues, Mais on est d'accord sur les banlieues, je islamistes. maintiens que les Français ont été expulsés mais ça, c'est et encore chassés autre- par l'islam régnant et par la violence d'ailleurs des caïds qui s'allient à elle. On va marquer une pause. C'est exactement ce que je dis. Eh ben, moi, je trouve que vous ne répondez pas Mais je précisément à ma question, Mais bien sûr. qui n'est pas une question d'ailleurs, qui Pascal. est une affirmation. Quand vous dites les musulmans ont leur code civil, cette phrase-là, elle est fausse. Non, elle n'est pas fausse. Le code civil de l'islam, c'est la charia. Et que donc, et quand vous avez des sondages, même de l'Institut Montaigne, où l'on voit que plus d'un jeune sur deux estime que la charia est supérieure à la République, c'est exactement ce que je dis. Non, d'abord, je crois pas que c'était le chiffre Si, il y avait mais 50, déjà, c'est pas tous les musulmans là. Non. Vous voyez, c'est pour ça 50% que des jeunes musulmans. Mais bon, cette généralisation, c'est souvent quelque chose qu'on vous reproche. On va marquer une pause. Bon, je vous lis pas tous les textos que je reçois, ni sur Twitter ce qu'on dit évidemment, puisque Moi, je n'ai pas mon téléphone, je ne regarde pas. Ah oui, mais moi, je ne le regarde pas. Donc, une pause. Alors, on a parlé de l'espace médiatique, ça nous intéressait. On a commencé à évoquer les musulmans. On parlera évidemment des femmes. On ne peut pas parler de tout, mais c'est J'aimerais bien qu'on intéressant. parle de mon livre aussi. Mais votre livre, je vais vous dire ce que j'en pense de votre livre. Voilà. Ça serait bien. Je suis là pour ça au départ. Oui, mais il s'est passé des choses ce week-end. Certes. On s'adapte. Certes. À tout de suite. Éric Zemmour est donc avec nous, on a parlé de l'espace médiatique. Je rappelle que c'est sur le service public quand même ce qui s'est passé. Un service toujours. public, ça, alors, c'est extraordinaire d'ailleurs parce que bon, CNews est parfois attaqué, mais alors le service public, ça, personne ne va dire, tiens, il y a quatre chroniqueurs de gauche sur le plateau de C'est à vous. Ça, c'est normal. C'est fascinant quand Mais même. oui, mais c'est ça. Je trouve ça absolument fascinant. Mais bon, c'est la vie. La gauche a tous les droits, vous savez. Elle a tous les droits, mais en même temps. D'ailleurs, Léa Salamé vous a dit à un moment, vous avez gagné des idées sur les idées. C'était drôle de dire ça, parce qu'effectivement, c'est toujours pareil. Dans le public ou dans l'opinion publique, il est possible que ces idées soient très fortes, mais dans l'espace médiatique, elles n'existent pas. Absolument. C'est-à-dire que moi, je le dis à chaque fois, je ne connais pas un journaliste qui vote Marine Le Pen. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bon. Quand je dis vous les rendez fous, tous, ce que dit Valérie Pécresse ce matin, Zemmour est un boulet au pied pour Marine Le Pen. D'ailleurs, c'est à elle qu'il destine le plus ses attaques. Je crois qu'elle n'a pas compris que vous piquez peut-être plus au RPR, aux Républicains, qu'à la droite populaire. Parce que je ne suis pas sûr que la droite populaire comprenne toujours tout ce que vous dites. Vous avez très bien dit, le RPR. C'est pas méprisant ce que Non, je veux non, dire là, mais, mais j'ai l'impression que vous êtes plutôt sur du CSP+, dans votre clientèle. Ça dépend, Mais ça je dépend. peux me tromper. Ça dépend. Il y a de tout. Dans le discours de Zemmour, Valérie Pécresse sent plus la peur que la force de la République, un discours dans lequel on rabaisse les femmes, dans lequel on semble parfois même excuser des formes de harcèlement sexuel. D'ailleurs, il y a un paradoxe Zemmour, il dit qu'il veut lutter contre l'islamisme. Est-ce qu'on peut lutter contre l'islamisme sans défendre l'égalité femmes-hommes? Pauvre Valérie Pécresse. C'est vraiment... c'est amusant parce que vous écrivez des livres. Enfin, moi, je les écris. Valérie Pécresse, elle les fait écrire. Et 15 ans plus tard, on vous ressort des phrases... on ne sait pas si vous avez changé d'avis, on ne sait pas si... qu'est-ce qui était exactement dans le contexte du livre, etc. Bon. D'abord, je voudrais dire, parce qu'on me caricature là-dessus, que je ne tiens pas spécialement à renvoyer les femmes au fourneau. C'est grotesque. Ma femme est avocate, toutes les femmes que je connais travaillent. Évidemment que je pense que les femmes peuvent avoir tous les métiers du monde, de magistrate à fonctionnaire, à chef d'entreprise, etc. C'est pas mon sujet. J'ai justement, dans ce fameux livre qu'on me reproche,
J'ai analysé tout cela, l'évolution, etc. Je pense simplement que... Je tiens, vous savez, un discours contre-féministe. Je pense que les féministes ont tort, parce que le féminisme, c'est l'indifférenciation. Moi, je pense qu'il y a des sexes, le masculin et le féminin. Le féminisme pense qu'il n'y en a pas. C'est la fameuse phrase de Simone de Beauvoir. On n'est pas femme, on le devient. Je pense que c'est fou. On est femme et on le devient parce qu'on est. Mais alors ça m'intéresse. Ça, c'est le droit de vous couper, deuxième ou pas chose. Attendez, si vous voulez, mais je finis. Donc, évidemment que les femmes ont le droit de faire tous les métiers possibles. Elles ont d'ailleurs toujours travaillé. Simplement, il y avait une répartition des tâches qui était permise par la technologie de l'époque. L'intérieur pour les femmes, l'extérieur pour les hommes. Bon. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, Madame Pécresse est là à dire que je ne suis pas pour l'égalité femmes-hommes. Je remarque qu'elle reprend la terminologie féministe de mettre les femmes d'abord, alors qu'on l'a dit pendant des années, l'égalité homme-femme. Vous voyez, ça vous ennuie ça m'ennuie pas du tout. Ce qui m'ennuie, c'est que Madame Pécresse n'a aucune autonomie. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça m'ennuie pas, femme-homme, homme-femme. Non, mais je vais vous dire pourquoi je dis ça. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Que ça vous ennuie, vous non, pas du tout. Un peu. Non, pas du tout. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Je vais vous dire. Parce que Madame Pécresse est le type même et l'incarnation même de ces politiciens d'aujourd'hui qui n'ont, quel que soit le camp dans lequel ils s'affichent, elle dit fièrement la droite c'est moi. Non, elle n'est pas la droite. Elle est la soumission absolue au politiquement correct. Et elle est le jouet de ses communicants. C'est ça, Madame Pécresse. Donc, si vous voulez, ce n'est pas autre chose. C'est une technocrate, grandie en graines parce qu'elle était une femme et donc elle a pu avoir une carrière de ministre, etc. Dirige une grande région. Non, elle dirige une grande région. Enfin, oui, ses équipes dirigent une grande région. Ah non, ça, c'est pas bien. Et non, mais vous m'avez dit tout à l'heure que le chef... Pardonnez-moi. Attendez. Vous m'avez dit le chef, il donne les grands axes, il n'est pas forcément les mains. Mais non, mais tout à fait. Mais non, mais c'est pas... j'ai pas dit président de région et enfin bref. Elle a été réélue. Elle a été réélue. Du bon boulot manifestement. Elle a été réélue grâce. Mais de toute façon, je pense que je dis pas que c'est une mauvaise présidente de région. Mais vous le dites pas, oui. C'est une très bonne gestionnaire. Oui. C'est une très bonne gestionnaire. C'est bien. Voilà. Déjà, c'est bien. Mais ce n'est pas une politique. Elle fait pas de politique. C'est tout ce que je dis. Bon, ça c'est réglé. Mais maintenant, m'accuser de dire que je suis pour les agressions sexuelles, là, c'est quand même énorme. Je pourrais l'attaquer en diffamation. Et je vais plus loin. Oui. C'est quand même un peu gonflé aujourd'hui de me faire, moi, l'ennemi des femmes, alors que qu'est-ce qui menace les femmes aujourd'hui ? C'est pas les méchants blancs hétérosexuels, comme on veut le faire croire et comme les féministes veulent le faire croire. Non. C'est à Sevran qu'il n'y a pas de femmes dans les cafés. C'est dans toutes les banlieues islamisées qu'on leur interdit de mettre des jupes et qu'on leur crache dessus quand elles mettent des jupes. Bien sûr. Il n'y a pas de souci. C'est moi qui défends en vérité les femmes. Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont menacées dans leur liberté, dans leur vie, et non pas, encore je le regrette, encore je le dis, par les blancs hétérosexuels. Elles sont menacées par l'islam. Quand on aura une république islamique, puisque Mme Pécresse, comme les autres, favorise ça historiquement, sur l'évolution démographique, puisqu'elle ne fait rien, en vérité, au-delà de rodomontades ridicules contre ce phénomène démographique inexorable, là, on verra où seront les droits des femmes. Ce qui m'intéresse, il suffit d'aller voir la petite Chahinès qui a été brûlée par son mari, parce qu'elle voulait, je cite, mon cher Pascal, parce que c'est important, s'habiller et vivre à la française. C'est ce qu'a dit son mari. Ce qui m'intéresse, c'est, ce que vous pensez des femmes. Parce que là... Je l'ai dit, j'ai répondu. Oui, mais non, vous n'avez pas répondu parce que vous pensez, et c'est très intéressant d'ailleurs, qu'une femme n'est pas un homme. Certes. Bon. Et que les caractéristiques humaines du cerveau, pourquoi pas, d'une femme, elle ne pense pas comme un homme. Alors moi, je voudrais que vous me définissiez, et on arrive toujours à la même thème, quels sont, d'une certaine manière, les paramètres spécifiques que vous trouvez chez une femme que vous ne trouvez pas chez un homme. Et réciproquement, quels sont les paramètres spécifiques que vous trouvez chez un homme que vous ne trouvez pas chez une femme ? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas de différence au fond aujourd'hui. Qu'un homme, et alors évidemment sur le plan morphologique, un homme n'est pas une femme, mais sur l'état d'esprit, je vous assure, moi j'ai 4 filles, bon, j'ai l'impression qu'elles ont les mêmes cerveaux que leurs petits copains aujourd'hui. Justement, c'est drôle parce que les féministes disent exactement le contraire. Elles disent, et c'est exactement ça que j'ai voulu analyser dans mon fameux livre il y a 15 ans, il y a une féminisation, il y a des valeurs féminines et il y a des valeurs masculines. Répondez précisément. Je réponds. Les valeurs masculines, c'est justement la virilité, donc la force, donc la guerre. C'est inné ou c'est culturel ? Attendez.
donc la hiérarchie, donc la verticalité, et il y a et donc l'autorité, et donc il y a les valeurs féminines qui sont le consensus, la paix, la douceur, etc. J'ai dit des valeurs féminines. Et ce que j'ai essayé d'expliquer dans ce livre, c'est que les valeurs féminines, depuis 30 ans, depuis 40 ans, ont vaincu, ont conquis l'espace en Occident. Et que c'est quand les valeurs féminines dominent, je disais, la notion de pouvoir, d'autorité, de verticalité s'évapore. C'est ça que j'ai dit. Je suis d'accord. Maintenant, à votre question, si, c'est une réponse. Et la deuxième réponse, vous me reprochiez tout à l'heure d'avoir répondu aux questions de journalistes. Donc, je réponds, je vous dis, voilà ma réponse. Et si vous voulez, il y a des différences. On n'est pas homothétique, c'est pas vrai. Il y a des hommes et des femmes, et la biologie a des conséquences. Alors après qu'il y ait évidemment un substrat culturel qui tient compte de cette biologie, je n'en disconviens nullement. Mais vous savez, c'est une vieille histoire. Déjà, Pascal, au XVIIe siècle, disait « Je crains que ce qu'on appelle nature ne soit en fait une culture et que la culture soit comme la culture est une seconde nature. » Mais oui, mais... Et vous ne m'avez pas répondu. Si, Quel est le paramètre aujourd'hui d'une femme que n'aurait pas un homme? Mais par exemple, on voit, je vous donne, on voit bien, en Norvège, je vais vous donner un exemple très simple, et je vais vous répondre. En Norvège, les pays scandinaves sont de notoriété publique les pays les plus égalitaristes, ceux qui ont mené une action la plus volontariste dans ce sens. Qu'est-ce qu'on a constaté aujourd'hui? La Norvège et tous les pays scandinaves sont les pays où il y a le plus de différences professionnelles entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que les femmes choisissent des métiers qu'on attribue le plus volontiers aux femmes, dans le soin, dans l'enseignement, etc. Et très peu dans les métiers, entre guillemets, masculins, c'est-à-dire ingénieurs, les mathématiques, la science, etc. Ça, c'est dans des pays les plus égalitaristes. Donc vous voyez bien qu'il y a une différence et que les hommes et les femmes, quand elles sont libres, parce qu'on ne peut pas dire que les femmes ne sont pas libres en Norvège, choisissent des métiers qui leur correspondent et qui correspondent aux valeurs féminines et à la sensibilité. Voilà, c'est tout ce que je dis. Je ne suis pas très content de ma réponse, mais c'est pas... c'est la mienne. Bah oui, je suis pas de la vôtre. Bon, la France n'a pas dit son dernier mot. Le drapeau bleu-blanc-rouge, ça m'a rappelé la photo de Jacques-Henri Lartigue, derrière Giscard, superbe photo. Et donc là, effectivement... je ne l'ai pas fait en pensant à Giscard. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais bon... moi j'ai lu le bouquin, alors j'ai été surpris pour le coup du bouquin, parce que je pensais effectivement lire une analyse, et un programme, pourquoi pas, sur ce qui allait... ce que vous vouliez faire, imaginer, et puis une analyse sur la société française. Alors il y a 26 pages, les 26 premières qui sont vraiment très intéressantes, qu'on peut contester, qui sont dans ce registre-là. Et puis après, je dirais que c'est une sorte de tableau impressionniste pour qu'on se forge une idée de tout ce monde politique que vous avez rencontré, qui effectivement n'est pas toujours... les gens que vous rencontrez sont pas toujours très courageux, pas toujours non plus très brillants, pas très intelligents, souvent lâches, etc., ce monde politique. Donc ça crée un tableau impressionniste, et puis après le lecteur fait son avis. Mais ce qui m'intéresse vraiment, je trouve que l'essentiel, si vous me permettez, c'est les 26 premières pages. Non, c'est pas l'essentiel. Mais il y a la conclusion aussi, dans ce cas-là, qui est le même registre que l'introduction. Mais l'entre-deux, c'est justement... si vous voulez, je suis très admiratif du Chose vue de Victor Hugo. Oui, j'ai compris. Vous avez compris, évidemment. Quand vous lisez le Chose vue de Victor Hugo, vous comprenez tout à la vie de l'époque. C'est pour ça que j'ai dit impressionniste. Je suis d'accord. Voilà. C'est moins didactique, c'est moins... mais c'est exactement ce que j'ai voulu faire. Je n'ai pas voulu être didactique. J'ai voulu être impressionniste. J'ai bien compris. Voilà. Alors, vous êtes... Il y a une allitération qui commence le livre. Pas un jour sans son film mettant à l'honneur un couple de lesbiennes, sans sa publicité et son union mixte, où l'homme est toujours noir, sans sa série, où deux hommes s'embrassent fougueusement, sans oublier l'inévitable transgenre, dont on exalte le difficile parcours de transition. Pas un jour sans sa lutte contre la précarité sociale. Pas un jour sans qu'un maire écologiste de grande métropole, Bordeaux, Lyon, Grenoble, Strasbourg, ne vilipende les sapins de Noël, etc. Donc vous dites que la société française va mal, etc. Bon. Et plus loin, vous parlez de la civilisation islamique, parce qu'on y revient toujours.
La civilisation islamique a pris pied sur le sol européen avec des diasporas de plus en plus fournies qui imposent leurs mœurs, leurs lois, leur imaginaire, leur patronyme dans une logique colonisatrice. Ces deux mouvements historiques incarnent deux visions du monde aux antipodes, l'émancipation de toutes les règles pour les uns, la soumission à un dieu vengeur pour les autres. Un jour prochain, ils s'entrechoqueront violemment et on peut supposer que le règne de la soumission écrasera brutalement celui de la libération. En attendant, ils sont alliés contre le même ennemi, le peuple français, ses mœurs, son histoire, son état, sa civilité, sa civilisation. C'est le pacte germano-soviétique. Donc vous faites le... Bien sûr. Et là encore, je veux dire, la civilisation islamique a pris pied sur le sol européen avec des diasporas de plus en plus fournies qui imposent leurs mœurs, leurs lois, leur imaginaire, leur patronyme. Oui. Oui. Vous ne pouvez pas dire non. Et personne ne peut dire non de bonne foi. Oui, mais alors... mais pas partout. Dans certains quartiers. Vous avez vu... vous savez, l'histoire est un processus. On ne peut pas s'arrêter à un moment. Vous dites pas partout. Aujourd'hui. Mais vous avez vu le rapport de France Stratégie. Vous avez vu comment, en fait, il y avait un double phénomène. C'est-à-dire que dans les régions et les villes et les banlieues de vieille immigration arabo-musulmane et africaine, aujourd'hui, nous sommes avec des proportions énormes d'enfants de 0 à 18 ans. On est à 75%, 80% à Aubervilliers, etc., dans la Seine-Saint-Denis en particulier. Donc là, la Seine-Saint-Denis, aujourd'hui, n'est plus en France. C'est un département qui est sur le territoire de la France, mais il y a une telle population arabo-musulmane et africaine que, en fait, c'est un autre continent. C'est un département qui se détache de la France. Et attendez, j'ai pas fini. Ça, c'est vraiment l'achèvement du grand remplacement. Oui, là, la population a été remplacée complètement par une population venue d'ailleurs et d'une autre civilisation et qui n'adopte pas et qui ne s'assimile pas à la civilisation d'origine. Deuxièmement, vous avez... C'est l'exemple que donne France Stratégie. Des villes comme Limoges, ou des villes comme Nantes, ou comme Rennes, qui étaient épargnées par l'immigration de masse, et qui, depuis 10 ans, souvent d'ailleurs sous l'action de maires socialistes, connaît une immigration massive. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez exactement ce qu'il y avait en Seine-Saint-Denis il y a 40 ans, c'est-à-dire des îlots immigrés à 20%. Donc, si vous voulez, c'est un processus. C'est un processus démographique, et comme je dis toujours, la démographie, c'est le destin. Et donc, nous sommes inexorablement, si nous n'arrêtons pas cela, c'est le sens de la conclusion. J'explique comment arrêter cela. Nous devons absolument de toute urgence sur la Seine-Saint-Denis. Là, il y a urgence. Bon, moi, je suis allé en Seine-Saint-Denis parce qu'il y avait le Stade de France, j'y allais. Ben oui, moi aussi. Et c'est toujours pareil, c'est une généralisation qui peut parfois choquer. Alors là, excusez-moi, à 75%, à 80%, si vous généralisez pas, c'est que vous êtes aveugle. Le paysage urbain de la Seine-Saint-Denis est dévasté. Les petits commerces traditionnels des villages français ont disparu pour laisser place aux grandes surfaces à l'extérieur des villes. Non, il y a quand même des petits... Écoutez, je peux vous dire, à côté du Stade de France, vous avez même un McDo, vous avez des... Bon. Un McDo, c'est un commerce traditionnel. Non, enfin, c'est pas un... Non, je me moque pas. C'est pas un commerce, en tout cas, islamiste. Ça n'a pas... Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Le pacte germano-soviétique. Oui. Il y a d'un côté l'américanisation, et d'ailleurs on pourra en parler, la culture woke, etc. Et de l'autre, l'islamisation. C'est deux phénomènes qui prennent en tenaille la civilisation française. La Seine-Saint-Denis est l'emblème de ce grand remplacement qui n'existe pas. Ce département est le cœur historique de la France avec Basilique-Saint-Denis, où reposent les tombeaux de nos rois. On recense aujourd'hui dans ce département ce que vous venez de dire, etc. Je fais la comparaison avec le Kosovo. Bon. Ah oui, qui était le berceau de la Serbie. Bon. Mais moi d'ailleurs, on peut entendre ce que vous dites, mais aujourd'hui, il y a combien de musulmans en France? 8, 10 millions? Sans doute. Vous savez, on n'a pas le droit de donner des chiffres. Donc, ils sont sur le sol français. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Oui. Écoutez, vous me demandez ce qu'on fait. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire selon vous? Écoutez, d'abord, on doit ramener la paix. C'est la moindre des choses. C'est-à-dire que on sait aujourd'hui qu'il y a un lien direct entre immigration, islam, délinquance, terrorisme. Donc il faut tenir compte de ce lien, de ce que j'ai appelé les poupées russes. Nous sommes d'accord, mais vous conviendrez que c'est à chaque fois une minorité d'individus. Non. C'est pas je conviens pas, parce que j'estime que d'abord, les minorités font toujours l'histoire. Oui, mais ça c'est autre chose. Je réponds. Les minorités font toujours l'histoire. Deuxièmement, il y a manifestement, si vous voulez, ces minorités-là, on donne le là
à ces quartiers. Vous avez vu Bac Nord. Vous voyez bien comment ça se passe. Ce sont ces minorités-là qui imposent leurs nouveaux droits. Quand on dit des zones de non-droit, c'est une bêtise. Il y a des zones d'un autre droit. Un droit... J'entends tout ça, mais qu'est-ce voilà. que vous faites? Donc vous ramenez la paix. Donc ramène la paix, ça veut dire déjà nettoyer cela. Ça veut dire... Donc 40 000 places de prison. Ça veut dire construire des places de prison, ça veut dire surtout... Répression très importante, forte. Tolérance zéro, pourquoi Tolérance pas. zéro. D'accord. La justice avec des... parce que on sait bien que le problème aujourd'hui de la police, c'est la justice. Et donc la justice à qui on impose des peines planchées pour qu'elle ne puisse pas relâcher sans fin les délinquants. Délinquants qui sont... Pour les délinquants étrangers, vous savez qu'il y a 25% donc ceux-là, de délinquants étrangers avec les nationalités, c'est l'algérienne, la tunisienne et la marocaine. Donc ceux-là sont renvoyés chez eux. Et moi, si j'étendrais les cas de déchéance de nationalité à une multitude de crimes, les violences, les viols, les trafics de drogue, etc. Pour faire de ces gens-là des étrangers, puisque de toute façon, c'est la haine de la France qui les motive, encore plus d'après moi, que la cupidité. Donc, je les renvoie eux aussi. Déjà, je vous assure que si on réussirait ça, en plus de bloquer les flux migratoires complètement... Mais là, on peut vous rejoindre. Donc là, c'est plus tous les musulmans. Mais est-ce que j'ai dit tous les musulmans? Ah bah oui. Non. Parfois. J'ai dit là, les gens qui vous écoutent, on peut vous rejoindre là-dessus. Dire vous sortez des quartiers... Tous les éléments qui ne veulent pas jouer le rôle, qui ne veulent rien entendre de la règle de la République. Exactement. Écoutez, mais mon cher Pascal... Qui ne sera pas d'accord avec vous là-dessus? Mais la plupart de la classe politique est médiatique. Mais sauf que c'est ce que vous dites parfois. En tout cas, quand vous voyez les sondages, il y a 70% des Français qui sont d'accord avec moi. Eux, ils l'ont compris, contrairement aux journalistes et aux politiques. Mais tout le monde est d'accord pour sans doute sanctionner plus durement ceux qui mettent les quartiers. Moi, je passe mon temps à dire que les premières victimes des gens qui sont dans ces quartiers, c'est précisément des minorités. Ce n'est pas le seul sujet. Après, il y a le sujet du blocage des flux absolus, c'est-à-dire, on parlait de l'état de droit tout à l'heure. Nous sommes d'accord aussi. Oui, c'est-à-dire arrêter le regroupement familial, limiter drastiquement le nombre d'étudiants. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 60 000 étudiants. Il y a 90 000 étudiants par an. C'est pas le problème. Par an, Pascal. Ils partent. Non, ils partent pas. Non, ils ne partent pas. C'est une filière d'immigration. C'est une filière d'immigration. Oui, mais il y a aujourd'hui, tous les ans, 275 000 entrées légales, avec 90 000 regroupements familiales, sans compter le regroupement familial, c'est au sens large. C'est les enfants et les femmes qu'on va chercher au bled et qu'on ramène. Il y a 90 000 étudiants. Il y a, Moi, j'ai 60 000. Non, 90 000. Seulement 14% pour le travail, sur ces 175 000. Et je ne vous compte pas, parce que je vais le compter, le droit d'asile, 130 000, avec seulement 36 000 acceptés, donc 90 000 déboutés, sauf que personne ne part. Il y a seulement 15% d'expulsion. Donc ça vous fait, entre une ville de Nice, 350 000, et à peu près tous les ans, entre 350 000 et 400 000 immigrés supplémentaires. Une ville de Nice tous les ans. Donc au bout du quinquennat d'Emmanuel Macron, ça fera 2 millions. C'est Paris. Bon. À chaque quinquennat, on se prend 2 millions, une ville de Paris supplémentaire. Je remarque que sur ce point, vous n'avez pas généralisé. Je généralise jamais. Je ne généralise que pour faire comprendre et pour comprendre. Je vous assure. Écoutez-moi, Pascal. Eric. Je généralise volontairement. Quand vous dites les. Mais quand je dis. Laissez-moi parler. Mais quand je dis les. Ne faites pas votre Léa Salamé. Mais c'est moi qui suis interrogé. Donc quand je généralise, c'est pour faire comprendre quelque chose. Oui, quand je parle de l'islam, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Mais je suis là pour choquer. Ah bon? Ça ne me gêne pas de choquer. Pourquoi vous êtes là pour choquer? Et parce que il y a un tel. Comment vous dire, une telle propagande qui s'insinue dans tous les cerveaux, à travers la télévision, la radio, la publicité, les programmes scolaires, les programmes universitaires, qu'il faut une voix forte pour faire entendre la voix au X de la France. On va marquer une pause. Alors, pour tout vous dire, on devait s'arrêter là. Et on devait faire rentrer nos amis qui devaient décrypter ce que vous avez dit. Mais évidemment, on n'a pas abordé tous les sujets. Donc je voudrais qu'on aborde votre programme politique. Je dis parfois que... J'ai déjà dit le début. Oui, que vous êtes du RPR des années 90, 80 plutôt, RPR. Et d'ailleurs, il y a ce fameux extrait d'Alain Juppé et de David Pujadas qu'on verra tout à l'heure, qui est absolument terrifiant, où Alain Juppé est KO debout, et assis. Et puis je voudrais qu'on écoute peut-être, c'est un extrait aussi qui passe régulièrement, c'est Hassan II. À Anne Sinclair, ce qu'il dit. Mais c'était en 82.
Un musulman de France n'est peut-être pas la même chose qu'un musulman du Maroc. Ça s'entend. Tu as un rapport à ta religion qui n'est peut-être pas le même lorsque tu es né au Maroc que lorsque tu es né en France. Vous avez raison, et là, on retrouve une nouvelle fois la C'est généralisation. une vraie question et j'aimerais bien répondre sûr. à ça, Bien sûr. si je puis me permettre. Et vous allez répondre et une pause et nos amis rentreront peut-être le dernier quart d'heure. Il doit nous rester une petite demi-heure et je voudrais qu'on aborde 2-3 choses évidemment et puis que vous voulez répondre également à ce qu'a dit Léa Salamé sur le fils de... Les enfants de l'école de Toulouse, Voilà. exécutés par Mohamed Merah. Ça sera important que vous puissiez apporter Absolument. une réponse. À tout de suite. Éric Zemmour est toujours avec nous. Vous connaissez Molière, vous connaissez les fourberies de Scapin. Vous connaissez la célèbre réplique. Qu'allait-il faire dans cette galère? Vous pouvez la répéter? Vous pouvez la Qu'allait-il répéter? faire dans cette galère d'ailleurs? Que diable allait-il faire dans cette galère? D'ailleurs, vous savez, Non mais franchement, non mais c'est amusant ce que c'est ce que je vous ai dit tout à pensiez l'heure. à Mais ça. qu'est-ce que vous allez faire là-dedans? Est-ce C'est que pas vrai. vous vous souvenez du contexte? De la pièce? Oui. Non, parce que c'est très intéressant. il veut sauver. Il voulait sauver son fils. Ils ont raconté pour faire payer le bourgeois Ouais. que leur fils a été enlevé Ouais. par les barbaresques. Ouais. C'est-à-dire. Non, mais c'est très intéressant parce que quand je vous disais que c'est une guerre de 1000 ans Oui. au XVIIe siècle, sous Louis XIV, Oui. les barbaresques, c'est-à-dire des pirates venus d'Alger, attaquaient les côtes de Toulon et prenaient des jeunes gens pour les emmener devenir esclaves. Les hommes, on les castrait Bon, enfin, et les je femmes, suis d'accord. on les donnait dans les sérails d'Arabie Saoudite. En Donc, tout vous voyez, cas, en tout cas, le camarade et collègue que je suis vous répète qu'est-ce que vous allez faire là-dedans. C'est pas, à mon et avis. je n'y suis pas encore. Ah oui, vous y allez ou pas finalement? mais Et vous franchement, déciderez quand d'ailleurs? C'est vous pas, savez je réfléchis. Ah, réfléchis. ça a changé par Comment exemple depuis samedi, dimanche, etc. La violence des coups, ça peut vous faire réfléchir? Alors là, je vais vous dire, la violence des coups, ça plutôt me donne envie de me battre encore plus. D'accord. Donc là, s'ils pensent me dissuader en me tapant dessus, là, ils sont mal tombés. Et vous avez dit également que ça ne sera pas une candidature de témoignage. Donc si vous y allez, c'est pour gagner. Absolument. Je ne vais pas pour témoigner, ça ne Vous pensez m'intéresse que pas. vous pouvez battre Emmanuel Macron? Tout peut arriver, vous savez, la situation est Dans très un deuxième fluide. tour, vous pensez que vous pouvez le battre? Et pourquoi pas? Mm. Emmanuel Macron a bien gagné. Vous savez, en septembre 2016, il était à 8%. Oui. Exactement comme moi. Je suis d'accord avec vous, mais dans un deuxième tour Macron-Zemmour... Regardez, Éric Ciotti dit qu'il voterait déjà pour moi. Oui. Ça veut dire que l'électorat LR voterait pour moi. Oui, quoi, Éric Ciotti, c'est la branche droite de... Oui. Bon. Mais de toute façon, LR va se couper en deux. Oui. Madame Pécresse sera Premier ministre de Macron s'il est élu. Oui. Et ensuite, la partie droite, Wauquiez, Retailleau, Ciotti, évidemment, n'irait pas avec Macron. Ils iront avec qui? Ils iront pas avec Marine Le Pen. Bon, Hassan II, c'est intéressant parce qu'on l'a régulièrement passé, cette séquence. Et moi, je vous disais tout à l'heure, un musulman né en 2000 à Paris n'est pas le même musulman que celui qui est né à Marrakech en 1982 lorsque Hassan II parle. Je pense que les choses ne sont pas pareilles. Écoutez ce qu'il disait. Est-ce que vous aimeriez qu'il soit intégré en France? Le principe même de l'intégration, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Je n'appellerais même pas cela l'intégration. Je n'aimerais pas du tout qu'ils soient l'objet d'une tentative, car ils ne seront jamais intégrés. Vous croyez qu'eux ne le veulent pas, Non. ou que c'est les Français qui le refusent? L'exprimeront-ils qu'ils ne le pourront pas? C'est possible entre Européens. La trame est la même. Les mouvements européens dans l'histoire ont été Est-Ouest. Et les mouvements humains, la religion, enfin tout un tas de choses. Mais là, c'est un autre continent. Et vous n'en avez que faire. Ce sera de mauvais Français. Ce seront de mauvais Français. Enfin, vous nous découragez Ah. de chercher à intégrer. Je vous décourage, en ce qui concerne les miens, les Marocains, d'essayer des détournements de nationalité, car ils ne seront jamais 100% français. Ça, je peux vous l'assurer. Mais le réel dément, ça. Je peux répondre, Pascal? Ah oui, parce que par définition, vous avez même des musulmans, ils doivent se sentir, comment dire, humiliés, attaqués Ah, par pas du tout. cela. Moi, je pense pas du tout. Je peux répondre à vous. Bon. Oui. Et Vous êtes là. d'abord, je voudrais rendre hommage à l'intelligence, la finesse, la culture. Vous savez que le roi du Maroc connaissait des extraits des Trois Mousquetaires par cœur. Un type tout à fait admirable, d'intelligence et de finesse. Je sais depuis qu'il a dit la même chose à l'époque à François Mitterrand, en privé.
Je pense qu'il avait 1000 fois raison. Et l'avenir, non seulement ne dément pas ce qu'il dit, mais au contraire, lui donne encore plus raison. C'est-à-dire que je pense que les populations immigrées venues du Maroc ou d'Algérie en 1982 étaient plus francisées, je reprends le terme du général de Gaulle, parce que je déteste le mot intégré, je pense qu'il y a l'assimilation ou rien. Donc, ils étaient plus francisés que les jeunes de la 3e génération qui sont nés en France et qui sont d'origine marocaine, algérienne, qui arborent le drapeau algérien dans leur chambre, et tout simplement parce que Hassan II avait raison. Je vous ai dit tout à l'heure, plus de la moitié des jeunes de 18 à 25 ans considèrent que la charia est supérieure à la loi de la République. Leurs grands-pères ne pensaient pas cela. D'ailleurs, souvent, les grands-pères étaient kabyles et si j'ose dire, ils venaient en France pour s'émanciper un peu de la pression arabo-musulmane qu'ils avaient subie depuis 1000 ans. Je le sais, parce que moi, mes ancêtres sont berbères comme eux. Donc, je sais exactement ce que c'est que vivre sous le joug pendant 1000 ans de l'islam. Donc, vous pensez que c'est pas possible. Les musulmans ne seront jamais des bons Français. Et c'est terrible pour eux. Hein, mais c'est terrible pour eux. Je pense qu'il peut... Non, mais attendez, laissez-moi finir ma construction. Je pense qu'on peut individuellement, je vous le répète, si l'on le désire, si l'on le souhaite, moi je suis un exemple même. Moi je viens des mêmes contrées qu'eux. Mes ancêtres batifolaient, si j'ose dire, parce que c'était des soldats en armes, entre le Maroc et l'Algérie. Donc je sais moi je suis de la même... vous vous souvenez quand on a débattu avec Yacine Bellatar devant vous, il voulait me moquer en disant que je ressemblais à un de ses oncles épiciers. Il avait raison, sûrement. Évidemment, physiquement, je lui ressemble et il a raison. Donc vous voyez que tout le problème après, c'est l'assimilation ou pas assimilation. Mais c'est ce qu'a fait la France. Je répète toujours, Pascal, ce chiffre donné par un de mes maîtres, Pierre Milza, grand historien d'origine italienne, dont j'apprenais les cours par cœur à Sciences Po, et qui avait donné le chiffre. 3 millions d'Italiens qui sont venus en France entre 1870 et 1940. Vous savez combien sont restés ? 1 million. C'est-à-dire que Platini, c'est le fruit de ce million. Et que les 2 autres millions sont rentrés. Pourquoi ils sont rentrés ? Parce qu'à l'époque, la République faisait appliquer l'assimilation strictement. Et qu'on donnait des prénoms français et qu'on était obligé de faire tout ça. Et donc donc après, on choisissait. Mais je trouve ça tout à fait noble. Et d'ailleurs, on renvoyait aussi les délinquants, les chômeurs. On ne gardait pas les chômeurs. Moi, je pense et je milite pour absolument revenir à ces règles, je le répète, républicaine. Donc, par exemple, si vous étiez élu président de la République, cette affaire de prénom qui empoisonne le débat, vous reviendriez à la loi d'avant 93. La loi de 1803 de Napoléon. C'est ce que vous... Absolument. Donc, alors, je ne veux pas rouvrir le débat des prénoms, mais ce que je trouve dommage là aussi, c'est qu'on ne puisse pas apporter la nuance et c'est l'échange que vous avez eu l'autre soir. Moi, ce qui m'intéresse dans l'affaire des prénoms, Aldo Platini arrive en France. Bon, je crois même que c'était lui ou son père. Hein. Bon. Peu importe. Et il appelle son fils Michel. Voilà. Bon. Et là où je trouve qu'aujourd'hui on ne réfléchit pas et on ne se pose pas des questions, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on est étranger, on ne prend pas un prénom français et les Italiens, par exemple, empêchaient leurs enfants de parler italien à la maison. Voilà. Bon, vous avez tout dit. Et Lino Ventura raconte ça très bien également. Et ça. Bon, ça m'intéresse de réfléchir pourquoi il y avait ce système et pourquoi il n'existe plus aujourd'hui. Et de dire ça ne veut pas dire, vous voyez que... Mais je suis bien d'accord. Mais on peut même plus réfléchir. Mais ça me fait plaisir que vous disiez ça, parce que c'est exactement ce que je dis. Et moi, je connais les raisons. Ouais. Il y a 2 raisons majeures. La première raison, c'est que les élites françaises ont, par culpabilité, par honte, renoncé à l'assimilation. Sous impulsion et sous influence des autorités européennes qui ont fait adopter des directives qui disent en gros que l'intégration, on n'emploie plus le mot assimilation, c'est un échange réciproque. Non, ce n'est pas un échange réciproque. Ce sont les immigrés qui doivent se soumettre aux mœurs françaises et à la civilisation française. Donc là, je récuse ça. Ça, c'est une première chose. Donc on a renoncé. On a, par exemple, on me dit toujours Zinedine Zidane. Mais Zinedine Zidane aurait dû s'appeler... Ils m'ont taquiné l'autre soir, d'ailleurs très correct. Jean Zidane. Oui, Jean ou Marc, peu importe, on s'en moque du prénom. Ce qu'il y a, c'est que
ses parents, pourquoi on se demande jamais, ses parents étaient des braves gens. Bien sûr. Pourquoi ils respectaient la loi. Il n'y avait pas plus français que ses parents. Hein. Voilà, ils aimaient la France. Alors voilà, vous voyez. Le père de Zidane. Mais j'en suis sûr. Ouais. J'en suis sûr. Ouais. Je me souviens comme il a embrassé le maillot quand il a marqué le premier but à la Coupe du Monde 98. Donc, mais il y avait la famille aussi. Donc, il a des parents, Zidane. Mais pourquoi un père, une mère. C'est très structuré. Pourquoi on l'a appelé Zinedine? Parce que les autorités françaises n'ont pas fait leur boulot. Il y a des gens qui veulent faire ça. Regardez Jamel Debbouze. Il raconte lui-même qu'il a appelé son fils Léon. Je lui en félicite. Et je trouve qu'il a fait exactement comme mon grand-père, qui s'appelait Jacob et qui est devenu Justin, et qui a appelé ses prénoms Roger, Robert, ses enfants, etc. Donc, ça, c'est la première chose. Les élites françaises ont renoncé. Et la deuxième chose, c'est que, comme le disait le roi Hassan II, contrairement aux Italiens, aux Polonais, etc., la trame est très éloignée. L'islam impose son code civil, je vous l'ai dit, et aussi sa civilisation. Et dans sa civilisation, il y a les prénoms. Appeler son fils Mohamed, c'est donner d'abord le prénom de grand-père, etc. Mais c'est aussi, surtout, continuer la civilisation islamique sur le sol français. On va pas revenir de toute façon, puisqu'on connaît effectivement vos arguments. Bon, dans votre livre... Et je voudrais dire, excusez-moi, oui, allez-y, alors peut-être que vous allez penser aux mêmes choses. Dans votre livre... Non, vous voulez parler de... répondre à... On meurt... Oui, parce que c'est le même sujet. Oui, c'est le même sujet. On ne fait plus des Français. Oui. Et, alors, on ne fabrique plus des Français. On ne fabrique plus des Français. Et à l'école, on ne fabrique plus des Français en général. On refuse. Aujourd'hui, dans les écoles, on dit « moi, je suis d'origine ceci, moi, je suis d'origine cela ». Et le Français de souche dit « mais moi, qu'est-ce que je suis que Français ». C'est ça, le scandale. Bon, mais si. Et j'ai pris cet exemple. Non, je ne caricature pas, je vous assure que je ne caricature pas. Et je n'ai même pas raconté les classes de banlieue où le prof se fait insulter parce qu'il est français et les rares gosses qui ne sont pas d'immigration arabo-musulmane ou africaine se font insulter parce qu'ils sont gaulois. Et ça existe forcément. Ça existe généralement. Bon, laissez-moi finir. Et j'ai pris cet exemple pour montrer la même chose, un exemple tragique du fameux épisode de l'assassinat cruel et criminel de Mohamed Merah, de ses 2 enfants exécutés d'une balle dans la tête devant une école juive. Je tiens à dire que ça a dû être terrible. Je pense que moi, j'ai des enfants et je m'imagine si mes enfants avaient pris ainsi une balle dans la tête, je crois que je ne m'en serais jamais remis. Donc, vous voyez, vraiment, je comprends la douleur de ces parents. Et ce que j'ai voulu dire, mais on a du mal à assumer la réflexion au début et tout est pris pour me mettre à la vindicte. J'ai dit, Mohamed Merah, ses parents ont demandé à être enterrés en Algérie, comme je vous rappelle, la plupart des gens de l'immigration maghrébine. C'est pour ça qu'on a eu un problème avec les carrés musulmans pendant le Covid, parce que pour la première fois, ils étaient obligés de se faire enterrer ici. Donc c'est vous dire la masse que ça représente. Et ces enfants dont les parents ont voulu être enterrés en Israël. Le parallèle était choqué. Mais le parallèle, il faut bien... Encore une fois, on ne peut pas ne pas réfléchir si on ne fait pas des généralisations, si on ne fait pas des parallèles. C'est la manière de réfléchir. Après, il ne faut pas se laisser emporter par le sentiment. Il faut d'abord être rationnel et après dire, mais bien sûr qu'il y a... Évidemment que je ne vais pas les mettre dans le même sac. Évidemment que l'autre est un odieux criminel et que les autres sont des enfants innocents. Attendez, non, j'ai pas fini. Ah bon? Non, une minute. Ces enfants, si vous voulez, les parents les ont enterrés en Israël. Je dis simplement que les anthropologues nous apprennent qu'on est du pays où l'on est enterré. Et que je trouvais triste que ces enfants soient enterrés en Israël. Je peux comprendre les parents. Ils ont eu peur même que leur tombe soit abîmée, vandalisée par des abrutis, etc. Donc je peux les comprendre. Et je ne les condamne pas, je ne les critique pas. J'essaie simplement de faire une analyse la plus sérieuse possible sur la défrancisation générale de la nation française. Roger Hanin, il est enterré en Algérie. Eh bien oui, c'est très révélateur. Pour lui, sa terre, c'est l'Algérie. Avec cette précision-là quand même que l'Algérie à l'époque était française. Mais il voulait être... Mais oui, mais c'est révélateur. Excusez-moi, on est du pays où on est enterré. Bon. Souvenez-vous des tontons flingueurs. Oui. À la fin, au début du film, il dit l'Amérique c'est bien pour vivre et faire de la garbure, mais pour ce qui est de ses eaux, c'est la France. Je me dis quand même que... alors c'est très étonnant parce que le chapitre Papon n'est pas commenté. Alors là, c'est juste un possible incendie quand même, ce que vous écrivez sur Papon. Papon condamné par la justice française. Bon, 10 ans. Qu'est-ce que vous expliquez? Qu'il fallait condamner Papon
parce que Touvier était mort avant, donc il n'y avait pas de procès de Vichy. Voilà. Il fallait condamner Vichy. Qu'effectivement, fallait que la France soit coupable, bien évidemment, que jamais il aurait dû être condamné. Donc vous rallumez un feu, et je me dis là encore, mais il est fou. Mais non, moi... Il est fou parce qu'il n'y a que des coups à prendre. Mais oui, mais Il n'y a que des coups à prendre sur Maurice vous savez, Papon. moi, je pense que c'est comme l'histoire de Vichy. Oui. Je pense que depuis des années, depuis 30 ans, on veut culpabiliser la France. Et d'ailleurs, vous avez vu, je donne des témoignages dans Oui, le bien procès sûr, oui. de Philippe Séguin, de Pierre Messmer, de Olivier Guichard. Oui, oui, oui. Vous voyez, donc j'explique. Je pense qu'il y a une volonté depuis Il a 30 été ans. condamné. Non, mais il a été condamné très bien. Et vous dites, c'est la justice politique. Oui, c'est une justice politique. Je le dis. Mais si vous voulez, c'est une justice même historique. Et c'est le procès de la France. Et vous avez vu ce que dit Philippe Séguin. C'est le procès du général de Gaulle, parce que le général de Gaulle l'a gardé en 1945 comme toute l'administration qui avait été vichiste, parce qu'il voulait que le pays fonctionne. Et, voilà. Et donc, on voit bien depuis 30 ans, on veut, à travers cette histoire de Vichy, faire en permanence le procès de la France et le procès du général de Gaulle. Et moi, je refuse, je me bats, parce que je pense qu'à l'origine de nos déboires, à l'origine... Est-ce que les fonctionnaires de Vichy étaient coupables ou pas? Mais non, ils n'étaient pas coupables. Ils devaient obéir à l'État. Mais sinon, dans ce cas-là, tous les fonctionnaires sont coupables. Il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus d'obéissance. Mais vous vous rendez compte? Pardonnez-moi, mais justement, dans le général de Gaulle et les citations que j'avais envie de vous donner sur ce qu'est un chef, le droit de désobéir, il le met en exergue d'une manière très très forte. Tu as le droit de désobéir. Le droit de désobéir dans des cas Tu as le droit de désobéir. Lorsque Attendez. tu vas chercher des enfants juifs à 5 h du matin et que tu es policier, tu as le droit de dire « moi je le fais pas ». Oui, mais ça, vous le dites ça tranquillement 70 ans après. Là, ils avaient des ordres. En plus, l'armée allemande, ça vous a pas échappé, était sur le sol français. Donc il faut arrêter de culpabiliser les Français. En tout cas, les Français ne sont pas une nation coupable. En l'occurrence, elle avait été vaincue et donc elle devait se soumettre à la loi du vainqueur, aussi inique alors Mitterrand, fût-elle. il est d'extrême droite? Mais Mitterrand, il a été... Quel rapport? Parce qu'il ne reconnaît pas mais Mitterrand a eu raison. la culpabilité. Je vous rappelle, mais Mitterrand avait raison, il n'est pas d'extrême droite du tout, la preuve. Mitterrand avait dit, celui qui demande à la France de s'excuser n'aime pas la France. Moi, je pense comme François Mitterrand, et comme le général de Gaulle, et comme Georges Pompidou. Ce procès, écrivez-vous, est l'aboutissement, on ose dire l'apothéose d'un changement de paradigme entamé dans les années 70. Peu à peu, le héros a été supplanté par la victime, la guerre des nations et des empires par l'extermination des Juifs, le patriotisme par le cosmopolitisme, la raison d'État par le sentimentalisme, la France par l'Europe et accessoirement l'histoire par la propagande, le savoir par l'ignorance. Quand Papon rappela que l'article 3 de la Convention de l'armistice signée par la France avec son vainqueur prévoyait que la police française pouvait être réquisitionnée à tout moment par les autorités allemandes, le public de l'audience tomba des nues. Donc ça, c'est un chapitre, je suis très étonné qu'il ne soit pas repris. Je trouve que c'est un chapitre parmi les plus polémiques qui ne, là encore, vous voyez que je mettra dans une situation peut-être délicate. Je ne raconte pas que des dîners et des déjeuners. Ah mais oui, alors ça, j'ai pas voulu, parce que Ben oui, mais ça, je reprends. faut quand même le dire. Je reprends pas ça. Alors, un petit mot quand même, et puis après, on fera votre programme, si j'ose dire. J'ai noté ça sur Omar Sy. Alors, là encore, il y a du sous-texte chez vous. Je comprends que certains... bon, vous allez voir Intouchable. Bon. Vous avez une drôle de manière de le voir, Intouchable. Parce que moi, j'ai vu Intouchable, j'ai pas vu du tout ce que vous avez vu. C'est ce qui fait la différence entre vous et moi. Mais voilà. Bon, vous dites, c'est surtout, parce que c'est le surtout qui est intéressant, c'est surtout le propos général de l'œuvre qui me trouble. Voilà un homme blanc, riche, mais petit et paralysé, grincheux renfrogné, et à son service, un homme noir, grand, beau, séduisant, à l'air drôle, bon, généreux, et dont on découvre in fine qu'il danse comme Fred Astaire et peint comme Picasso. Alors, j'ai vu Intouchable. C'est ça le film? Bah non. Vous avez vu quoi, vous? J'ai vu un homme qui en est d'un autre, oui. Mais pas parce qu'il est noir ou parce qu'il est blanc. J'ai vu un gosse, mais si vous vous voulez... moquez de moi, vous faites l'ingénu, là. Mais pas du tout. Mais je n'ai pas cette lecture politique. C'est-à-dire qu'il aurait... Je me suis pas dit, tiens, c'est un noir qu'ils ont mis, alors parce que le noir, il est beau, il est grand, et puis on veut même montrer le noir en supériorité sur le blanc qui est handicapé. Je n'ai pas fait cette lecture-là. Vous voyez, c'est la différence entre vous et moi. Moi, je fais cette lecture-là. Moi, je fais une lecture politique. Moi, je pense que le cinéma, d'ailleurs, c'est une évidence, ce que je vais dire, non, mais toujours, depuis sa naissance, a été un objet politique.
Les Américains à Hollywood s'en sont servis pour raconter leur manière de voir les guerres mondiales, l'histoire, etc. Depuis toujours. Les Français aussi font des films politiques. Tout est politique. Ça, je reprends le slogan de mai 68. Oui, mais moi, je et suis le pas cinéma est une machine de guerre politique. Donc vous pensez qu'on veut mettre en exergue la beauté des Noirs et la fragilité des Blancs Bien sûr. dans Intouchable? Bien sûr. Ben oui. Mais regardez toutes les publicités. Regardez, c'est devenu commun. Mais qu'on mette, que Benetton, par exemple, mette en avant... Non, il n'y a pas que Benetton. Vous datez, mon cher Pascal. Non, mais vous dites les deux choses. On mette en avant, aujourd'hui, une société française qui a changé. Donc, effectivement, je peux comprendre qu'on voit plus de Noirs ou d'Arabes dans les publicités, dans les films et tout ça, parce que... mais à part ça, n'était pas présent il y a 50 ans. Donc je peux le comprendre, ça. Mais c'est la lecture que vous faites. Je ne vois pas ce que vous ajoutez, c'est qu'on veut dévaloriser le blanc. Bien sûr. Et bien sûr. Bon. Bah, écoutez, mais tout est fait pour ça. Mais tout est fait pour ça, bien sûr. Tous les films, je donne d'autres exemples. Regardez l'exemple sur qu'a-t-on fait au bon Dieu, c'est la même chose. Toutes ces jolies femmes sont séduites par des gens issus de l'immigration. Et le seul blanc qu'on met, c'est une espèce d'aristocrate fin de race débile qui, évidemment, n'en touche pas une. Mais vous croyez que c'est un hasard, ça? C'est-à-dire, c'est Clavier dont vous parlez, le père, le seul blanc? Le père, bien sûr. Non, je parle du seul prétendant de toutes ces belles jeunes filles. Écoutez, après, moi je ne vois pas les choses forcément comme ça, mais... Je vous dis, c'est la différence. On termine juste par... parce qu'il est déjà 10h21. Beaucoup disent, voilà, vous reprenez le RPR des années 80. Bon. Et là, il y a un extrait qui est très célèbre que je vais vous montrer. C'est David Pujadas qui, dans Des paroles et des actes, ce qui montre d'ailleurs... Ce qui va contre ce que nous disons ici, c'est là où il est sur le service public à l'époque, David Pujadas, absolument. Et il n'est pas politiquement correct quand il fait ça. Mais David Pujadas a fini par se faire virer car il était haï par la rédaction. Ah oui, bien sûr. Ah, parce qu'il était pas... Il vous le dira. Ah bon? Bien sûr. Donc il était... Ah oui, donc ils l'ont... oui, évidemment. Vrai. Ah mais moi je ne savais pas du tout. Voilà. J'avais pas cette lecture. Vous voyez, j'ai bien fait de venir. Bon, écoutez, on va voir cet extrait que je trouve très intéressant parce qu'effectivement, là vous avez raison, c'est-à-dire que la droite était sans doute plus à droite avec des gens comme Pasqua, Seguin à sa manière, De Villiers, le RPR, qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ça, je pense que chacun peut être d'accord là-dessus. Vous voyez cet extrait très intéressant. Souvent dire que la droite aurait glissé récemment vers le Front National, qu'elle se serait buissonnisée en quelque sorte, du nom du fameux conseiller politique de Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson. Eh bien, on a peut-être la mémoire courte. Alain Juppé, on est en 1990, vous êtes aux commandes du RPR avec Jacques Chirac et sont organisés avec l'UDF des États généraux de l'immigration. Regardez, c'est un extrait du 20h de l'époque. Le problème a pris une telle ampleur dans l'opinion publique que les hommes politiques se décident enfin à parler concrètement. Ainsi, l'opposition, toutes tendances confondues, est réunie pour 48 heures à Villepinte, dans la grande banlieue parisienne. Reporter, Véronique Saint-Olive, Pascal Ponce. Les organisateurs, Madeleine pour l'UDF et Sarkozy pour le RPR, n'ont rien laissé au hasard. Entre le gouvernement et Le Pen, l'opposition se doit de proposer des solutions concrètes. Nous n'acceptons ni la xénophobie, ni la francophobie. La France n'est pas un pays d'immigration et nous devons nous donner les moyens réglementaires et administratifs de gérer un quota zéro d'immigration. Au CNI, au RPR, au Parti républicain, tous sont d'accord. Voilà, et regardez dans le texte de synthèse, il était question de fermeture des frontières, de suspension de l'immigration, de prestations sociales réservées aux Français, regardez, ça s'appelle la préférence nationale, et de l'incompatibilité entre l'islam et nos lois. C'était le texte de synthèse. Vous avez changé d'avis, Alain Juppé, ou c'est la France qui a changé? L'immigration économique a été interdite en France par Giscard en 1970-72. Là, effectivement, on est plus tard, on est en 1990. Oh, c'est radical, c'est les positions du Front National aujourd'hui. Oui, mais je ne partage pas cela. Rétrospectivement, je pense que c'était une erreur. À l'époque, vous étiez d'accord? Sans doute. J'étais membre du RPR. Oui. Bien. Bravo, vous avez marqué un point. Super. Bon, là, on voit quand même la trahison des hommes politiques. Ah, merci. Je peux vous lire quelque chose? J'ai retrouvé une phrase d'Alain Juppé à l'époque. Ouais. L'islam n'apparaît pas conforme à nos fondements sociaux et semble incompatible avec le droit français.
La France ne doit pas être considérée comme un simple espace géographique sur lequel plusieurs civilisations pourraient coexister. Et vous avez vu ce qu'a dit Giscard. Oui. La France n'est pas une terre d'immigration. Mais alors pourquoi ont-ils changé? Parce que la thèse, c'est vous dites la doxa, mais en quoi les minorités actives, le politiquement correct, qu'est-ce qui a fait que ces hommes politiques, contre peut-être l'avis du peuple en plus, parce que le peuple ne les suit pas, qu'est-ce qui a fait la lâcheté, la peur? La lâcheté. La lâcheté, la couardise. Tous. La preuve, tous. Et je pense que là, on a un exemple même de ce qui s'est passé depuis 40 ans. Tous ces politiques qui donnent des leçons aujourd'hui et qui disent que la politique, c'est faire, justement, c'est pas faire, c'est savoir que faire. Et c'est donc avoir une ligne claire, avoir des convictions et non pas aller au gré du vent. Vous avez vu dans le programme, c'est tout ce que je dis. C'est-à-dire l'islam n'est pas compatible avec la République française. C'est immigration zéro. C'est les prestations de solidarité nationale qui doivent redevenir nationales, limitées aux Français. Je pense que c'est la seule façon de régler beaucoup de questions que nous avons abordées tout à l'heure. C'est un programme qui était excellent. Moi, c'est ce que j'ai dit. Je suis de la droite classique, du RPR. Et aujourd'hui, contrairement à l'époque, il y a 70% des Français, selon tous les sondages, qui sont d'accord avec ce bloc-là. Alors, j'ai la position d'être, qu'elle me pardonne d'ailleurs, ou j'aimerais être dans la position, plus exactement, qu'elle me pardonne, d'Anne Sinclair, le 11 décembre 1994, lorsqu'il était avec Jacques Delors. Et je rêve qu'en fin d'émission, vous preniez une petite feuille et que vous nous disiez, bah voilà, j'ai des... Quoi, je rêve. Je rêve pas d'ailleurs, parce que je pense que vous avez que des coups à prendre et je suis pas sûr que ce soit votre casting. Mais comme je l'ai dit plusieurs fois dans cette émission et que je vous connais un peu, je pense que je maintiens mon analyse que vous êtes un soliste, un éditorialiste, tout ce que vous voulez, mais un chef, c'est autre chose. Et pour finir, justement, je suis allé voir De Gaulle. Qu'est-ce qu'il dit du chef? Il dit par exemple, il a toutes les qualités de Nelson, sauf une, il ne sait pas désobéir. Le chef. Bon, le prestige ne peut pas aller sans mystère. La véritable école du commandement est la culture générale. Donc ça peut être pas mal. Par elle, la pensée est mise à même de s'exercer avec ordre, de discerner dans les choses l'essentiel de l'accessoire. Bref, de s'élever à un degré où les ensembles apparaissent sans préjudice des nuances. C'est le fil de l'épée, hein, c'est juste magnifique. Absolument. Au fond des victoires d'Alexandre, on retrouve toujours Aristote. Extraordinaire. Ça veut dire bien, oui. Voilà. Mais non, mais c'est exactement... Mais et là, ça parle de vous. Là, ça parlait pas de moi, là. Bah, ça ne parle que de moi, là. Non, mais là, vous avez le bagage... La logique du commandement, c'est la culture générale. Que vous ayez le bagage intellectuel, culturel... Attendez, moi, je suis d'accord. Mais après, c'est votre... De Gaulle dit que c'est essentiel. Non, attendez. Ouais. Parce que vous avez cité, là, des phrases. Oui. C'est essentiel. C'est l'essentiel. Oui. Quoi, l'essentiel, il faut pouvoir... c'est l'essentiel. Pour le général de Gaulle, c'est l'essentiel. La culture générale, c'est la base, c'est la logique du commandement. Et au fond des victoires d'Alexandre, il y a Aristote. C'est-à-dire qu'il y a la pensée au départ. Bien sûr. On pourrait d'ailleurs dire, au fond des victoires de Bonaparte, il y a Rousseau. C'est la même chose. Tous les grands hommes d'action furent des méditatifs. Tous possédaient au plus haut degré la faculté de se replier sur eux-mêmes, de délibérer au-dedans. Je parle de vous. Exactement. Merci. Et alors, mais là, en revanche, on ne fait rien de grand sans de grands hommes, et ceux-ci le sont pour l'avoir voulu. Mais vous trouvez que vous êtes un grand homme? Ah non. Alors non, surtout pas. Je n'ai pas cette prétention. Ah oui, mais alors... Parce qu'elle est forte, cette phrase. Mais bien sûr qu'elle est forte. De Gaulle, il pense vraiment qu'il est un grand homme. Il n'a pas d'ambition. Il a un destin, ce qui est différent. L'ambition, parfois, ça prend... Et qui vous dit que je n'ai pas de destin? On verra bien. À votre avis? Si le destin, ça veut dire que c'est Dieu qui décide. Vous connaissez la phrase de Napoléon III. Je crois en moi et j'espère en Dieu. Mais vous imaginez, par exemple... Mais je n'imagine rien. Voilà, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Bon, bah écoutez... et merci pour ces belles citations. Je les reprendrai. Non, mais c'est des... j'ai pas parlé, en revanche, des coups qui peuvent pleuvoir, et notamment... Alors, parfois, on parle de la vie privée, hein. Ben, je sais. On dit votre vie privée, c'est... J'en parle, vous avez vu. Oui. Je y a rien. Ben, on m'inventera des choses, vous savez. On dit déjà que je suis anti-républicain, que je suis raciste, donc on dira que je suis un agresseur sexuel, un violeur, etc. On va tout inventer, vous savez, pour m'arrêter. Je n'en doute pas. Bon, bah écoutez, je remercie cet échange, Merci à vous. en tout cas, et j'espère que le téléspectateur en sait davantage à la fin sur votre livre et puis sur vos intentions. De toute façon, là, ça va être... Je rappelle que vous n'êtes plus sur CNews à partir de ce soir.
puisque le communiqué de la chaîne a été clair à 9h et CNews regrette, bien sûr. Et moi aussi. Et vous l'avez dit. De toute façon, un moment, là, et ça sera la dernière chose, un moment, vous allez quand même dire si vous y allez ou pas. Bien sûr. Bon, c'est quand? Je ne sais pas. Vous le saurez bien vite. Dans un mois? Je n'ai pas décidé. Dans un jour, dans un an, Seigneur? Voilà, exactement. Ça sera avant le 24 avril, vous inquiétez pas. Bon, je remercie Marine Lançon qui était avec nous. Je remercie également Annalisa Cappellini qui était là ce matin. Et je voudrais peut-être donner ceux ou celles qui étaient en régie avec nous. Voilà, à la vision c'était Mélanie, au son c'était Guillaume et Thibaut Palfroy à la réalisation. J'imagine que tout ce que vous avez dit aujourd'hui sera commenté. Je salue effectivement le CSA qui a dû nous écouter et je leur dis vous pouvez regarder aussi les autres émissions des autres sur le service public, vous avez le droit, bien évidemment. Je salue tous mes confrères qui j'imagine ont apprécié ce moment et les téléspectateurs. Et moi aussi je les salue. Surtout. Et je leur donne rendez-vous bientôt. Ailleurs, il n'est pas impossible que je fasse une chaîne YouTube pour pouvoir continuer à m'exprimer. Vous voyez que vous pouvez donner des informations au moment où on rend l'antenne. Eh ben, j'en donne. Bon, Jean-Marc Morandini dans une seconde.